Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro de Librement Linux. Si on baisse le son, ça marche mieux. Je m'appelle Cédric et je suis très fier de présenter cet épisode avec le Tux masqué qui peut-être va se dévoiler. Salut. Bonsoir, non, je reste toujours voilé, moi. Toujours voilé, on va pas tout confondre. Claude Bazorti, donc comment on dit, Barzotti est mort, mais Steve, lui, par contre, est toujours là. Salut. Non, arrêtez avec les flashs et tout, non, mais ça va, c'est pas de ma faute si je suis célèbre. Hein. Il en apprend tous les jours et il en a encore appris, allez, il y a même pas 30 secondes, mais il est quand même là et je suis très fier de vous présenter Linux Friends. Salut. Salut, enchanté, content de vous retrouver. On va évidemment parler de news, d'actualité, de points de vue, on va se fighter évidemment, autrement ce serait pas marrant. Allez, soyez attentifs et bienvenue. Hello, comment allez-vous ? Très bien, excellent. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que j'annonce parce que quand je dis hello, comment allez-vous ? Il n'y en a pas un qui veut commencer par rapport à l'autre. Donc Linux Friends, ça va très bien ? Ouais, ça va bien. Bon, le jour où tu me dis ça va pas, je serai dans la merde. Le Tux masqué, comment vas-tu ? Oh, je suis en train de fondre. Il fait très 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 chaud. Des pointes à 35 degrés aujourd'hui, je crois que j'ai vu. Ouais, nous on a eu 34. 34. Mais ouais, non, c'est chaud. Bon. Et Steve, oui. Et Steve, en Belgique, vous mettez toujours des glaçons dans la mer pour essayer de la faire baisser un peu au niveau température. Comment ça se passe ? Attends, je vais chercher une chips là. Bon, comment vas-tu, Steve ? Bien, je suis en deuil, mais ça va très bien quand même, malgré tout. Ah, je suis désolé pour toi, mais oui, des morts, va y en avoir, hein. Et pas qu'un peu. Bon, on va peut-être commencer. Nous sommes le dimanche 25 juin. Il est déjà 21h17. Voilà, c'est pour vous remettre un petit peu le contexte. Si on bafouille, si on dérape, et ben voilà, c'est normal. On est un peu fatigué. On a un week-end très chargé à force de boire. Pas que de l'eau d'ailleurs. Bref, on va peut-être pouvoir commencer les hostilités donc avec les news. Oh là, ça grince, il faudra que je mette de l'huile. Mais de l'huile, on va commencer tout de suite avec les news. Et vous savez quoi ? J'ai perdu le conducteur. C'est très moche ce qui m'arrive. Ah si, on va commencer avec Steve qui va nous faire son billet d'humeur. Je crois que vous commencez à apprécier ce billet d'humeur. Et aujourd'hui, Steve va faire quoi ? Il va nous parler du 3e temple biblique. Ouais, ça va les loulous ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Ah bah écoutez, accrochez-vous à vos chaussettes, hein, parce que les loulous aujourd'hui c'est un petit exercice de style quand même, hein, parce que là je vais quand même vous parler de bondieuserie. Ouais, une fois n'est pas coutume en même temps. Non mais t'as pété une bille ou quoi ? Non, attends Maurice, j'explique. C'est l'histoire d'un type qui n'avait pas nécessairement toutes les frites dans le même sachet, comme on dit chez nous en Belgique. Bref, il a carrément dit prendre une carte de fidélité pour les séjours en hôpital psychiatrique. Alors là déjà c'est pas gagné, hein. Trouble bipolaire. Non, là, ces petits joueurs, parce que là tout le monde s'y retrouve, l'ami Linux Friend, on est bien d'accord, Il serait ensuite déclaré schizophrène. Là, j'avoue franchement, on joue dans la cour des grands. Et puis un jour, voilà que le mec qui se tape la converse avec Dieu himself. Ouais madame, Dieu. Et qu'est-ce qu'on discute quand on se fait un petit café avec Dieu ? Tout simplement, figurez-vous qu'il lui demande de créer pour lui le 3e temple sous forme de système d'exploitation, pardon. Ah mais c'est quoi le 3e temple ? C'est une question très très bonne Maurice, finalement. Le 3e temple, c'est celui qui doit être reconstruit à la fin des temps, quand le Messie arrivera, que les morts ressusciteront et que la paix sera la plus absolue et régnera sur le monde. Ah c'est pas gagné, hein. Non, c'est pas gagné. Non, évidemment, lorsque le grand patron formule la requête comme celle-là, Terry A. Davis s'exécute et commence à développer ce qu'il finira par appeler Temple OS, et il le débute en 2003. Alors il va le développer tout seul pendant une dizaine d'années. Enfin bon, seul, c'est un peu il a quand même eu quelques petits coups de pouce du patron quand même, mais bon, on va pas s'exciter non plus parce que ça ressemble plus à une interface sortie tout droit d'un jeu de Commodore 64 pour ceux qui s'en souviennent. Et parce que c'est Dieu himself qui est en plus de ça responsable du design, comme quoi, voilà. Alors Terry a tout fait lui-même, programmé une variante originale du langage C, mais bon, c'est ce qu'il n'y a pas de pire dans l'histoire. Imaginez ceci par exemple. Il a créé donc une bibliothèque graphique 2D et 3D qui fonctionne en 640-480 en VGA, avec 16 couleurs, avec un système de partitionnement en FAT32 que tout le monde connaît, mais en plus de ça il a rajouté Red Sea qu'il a créé lui-même, un simulateur de vol original,
un compilateur et un noyau, un jeu avec un buisson ardent pour agir comme un oracle qui génère des textes pseudo-aléatoires qu'on pourrait à la limite comparer à une planche Ouija. Bref, finalement, Davis a finalement écrit plus de 100 000 lignes de code pour ce système d'exploitation. Et pire encore, imaginez que même si cet OS ne paye pas de mine, eh bien Temple OS a reçu quand même des critiques favorables, du genre par exemple Temple OS est un témoignage dévouement de la passion, excusez-moi, je répète, Temple OS est un témoignage du dévouement et de la passion d'un homme qui fait preuve de ses prouesses technologiques, et il n'y a plus rien à faire de plus. Oui, mais voilà, Davis a fini par ne plus supporter la cohabitation avec sa maladie mentale, et le 11 août 2018, Davis meurt après avoir été heurté par un train. Enfin, bon, là, je vous avoue franchement que je suis toujours pas sûr, parce que est-ce que c'est le train qui n'aurait pas lui-même décidé volontairement de dévier de sa trajectoire non ou l'inverse? Je sais pas. Oh Alors non. ouais, je sais, c'est de l'humour noir, je suis d'accord avec vous, mais il paraît que Dieu lui-même est un comique aussi, alors finalement. Alors imaginez, au même titre que par exemple Van Gogh ou Syd Barrett, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier chanteur des Pink Floyd. Eh bien imaginez que Davis était clairement un programmeur doué pour avoir écrit comme ça un système d'exploitation en entier, un gratte-ciel construit par un seul homme. Alors je vais simplement terminer ceci par une petite réflexion à ce sujet. Est-ce que la maladie serait au service du génie, ou est-ce que le génie engendre la maladie? Voilà, c'est tout pour moi. Ah, mais alors attends, ce que tu viens de dire, tout est vrai en plus. Ah non, mais ça fait peur. Franchement, ça fait très peur. Je viens de regarder à quoi ressemble Temple OS. Oui, c'est ça, c'est Atari Tu Commodore. connaissais pas? Ah, pas du tout. Non, c'est pas du c'est tout. une triste histoire. Hein. Le mec, c'était un petit génie de l'informatique, mais le pire, tu vois, ce qui est le plus triste, c'est qu'il s'est vu sombrer. Il a compris ce qui lui arrivait. Ouais. Et il faisait beaucoup de vidéos sur YouTube ou sur des réseaux sociaux, je sais pas exactement où. Il est très connu en Amérique, Oui. mais le mec il s'est vu sombrer et il était raide dingue amoureux d'une influenceuse ou je sais plus si c'était une actrice ou une chanteuse. Et il était persuadé qu'il allait emménager avec elle, qu'ils avaient une relation et tout. Et puis après, il a vécu dans un van, dans une voiture. Il dormait dans son véhicule et puis il faisait la manche et il continuait à faire ses vidéos et il a eu une vie vraiment terrible. Mais il s'est vu sombrer parce que de temps en temps, il avait des moments de lucidité, tu sais. Donc il voyait, il comprenait tout ce qui lui arrivait. Non, c'est assez terrible. Et le mec, par contre, ouais, c'était vraiment un génie de l'informatique, quoi. Mais c'est triste, hein, ce qui s'est passé. Alors, j'aime bien parce que Steve nous a quand même raconté une belle histoire, tout ça, alors un peu rigolote, et toi, tu nous as plombé l'ambiance, en fait. Ouais, je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Mais bon. C'est magnifique. Bon, mais en tout Ouais, cas, ouais. merci Steve, merci avec Linux plaisir. Friends. Allez, on va enchaîner tout de suite avec Linux Friends. Et tu voulais nous parler d'une anecdote personnelle concernant le DNS et Linux Mint. Ouais, alors, il faut savoir que j'ai encore un ancien ordinateur. C'est un ordinateur que tu mets à l'horizontale, tu sais, il est posé sur mon bureau. D'ailleurs, j'ai ma table de mixage mis dessus. Il est vieux, il y a même un lecteur CD dessus. J'avais payé ça, je l'avais acheté d'occasion, j'avais dû le payer moins de 40 €. Et j'avais installé Linux dessus pour tester tout ça et je l'ai gardé quand même pendant 2 ans et il a bien fait le travail. C'est comme un i3. Et il fonctionnait très bien. Mais du coup, je l'allume quasiment plus, cet ordinateur. Je l'allume une fois par mois, je regarde 2-3 petits trucs, je fais un petit peu les mises à jour, tout ça. Et je l'ai allumé, là, cette semaine. Et en fait, il voit qu'il y a plein de mises à jour. Et je lui demande de les faire. Et il n'y arrive pas. Donc je regarde, il y a des dépôts qui ont changé. Donc je me dis, ok, normal. Je reprends les dépôts actuels. Je prends là où j'ai des meilleures connexions. Et en fait, il commence à chercher à enregistrer tout simplement les dépôts et il me met autorisation déniée. Voilà, bloqué, demander une autorisation. Apparemment, c'est. Et je me dis alors je cherche des autres dépôts, je continue un peu et puis au bout d'un moment, je me dis c'est quand même pas cette histoire de DNS là. Et je change le DNS de mon système d'exploitation. Et puis en fait, ouais. C'était ça. Et du coup, il m'a retrouvé. Il a réussi à se connecter au bon dépôt, à ceux que j'avais déjà choisis avant. Il s'est connecté avec et puis il a réussi à me faire les mises à jour. Alors la question Donc, qui me brûle les lèvres, c'est le DNS qui était configuré précédemment, c'était en automatique ou tu avais déjà choisi un DNS ? Non, il était sur cet ordinateur-là. J'avais absolument rien fait. Quand en France ils ont bloqué des DNS, j'ai absolument rien fait. Donc c'était celui du fournisseur d'accès Internet.
Et j'ai pris la connexion, c'est le 1.1.1.1, le truc classique, parce que je le connaissais. Et puis voilà, donc j'ai rentré ça et du coup, ça a fonctionné. Donc c'est quand même incroyable, quoi. Je veux dire, là, mais ils se plantent complètement, quoi. Ils te bloquent des trucs. Alors, est-ce qu'ils ont bloqué parce que c'est des sites à l'étranger? Est-ce que j'avais pas forcément On va pas tirer des conclusions sur le type de blocage, mais en tout cas, en effet, le fait que tu aies changé de DNS, ça t'a permis de débloquer. Donc, tu as changé le DNS dans Linux Mint, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. T'as essayé de regarder au niveau de la box, t'as accès à la box pour modifier les DNS ou pas du tout? J'ai pas été aussi loin, j'ai pas, voilà. Mais bon, après, c'est vrai, hein, je sais à quoi tu penses, la croyance de la colombe. Est-ce que c'est un hasard qui fait cette croyance? Si tu veux, non, c'est pas une croyance. Le problème, c'est qu'on peut vite tirer des conclusions hâtives alors qu'il peut y avoir d'autres raisons techniques et le fait de changer de DNS peut-être initialise certaines choses. Je dis pas que ton fournisseur n'a pas bloqué, mais je dis pas l'inverse non plus. Voilà, il faut être vigilant là-dessus. Il peut y avoir aussi des systèmes de cache, etc. intermédiaires parce que de mémoire, Linux Mint fait du cache aussi. Donc voilà, il faut être assez prudent. Mais en tout cas, tu as pu résoudre ton problème en changeant de DNS, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors il y a une commande, je me permets de rebondir sur ta news, il y a une commande qui permet d'interroger le DNS, si vous avez un doute sur le DNS, déjà savoir sur quel DNS vous êtes, il y a une commande en ligne de commande qui s'appelle NSLookup, tout attaché, hein, N comme Noémie, NSLookup, espace et le site web que vous voulez interroger. Donc, imaginons, vous voulez demander l'IP de google.com. Donc, vous faites nslookup espace google.com. Et là, vous allez avoir deux réponses. La première réponse qui est l'adresse du DNS qui vous répond. Et la deuxième ligne, la résolution de google.com en adresse IP. Et dans certains cas, le DNS qui vous répondra peut-être le 127.0.0.1 et en informatique, c'est votre propre ordinateur, ça veut dire que vous faites du cache DNS. Voilà. Okay. Voilà. C'était le petit bonus, la petite formation NSLookup. Tu voulais rajouter autre chose, Lenny Swan ? Non, c'est bon, mais oui, effectivement. Donc, mais j'y avais pensé que ça pouvait être tout simplement autre chose qui bloquait ou quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Après, tu te crées une fausse croyance. Oui, il faut être prudent dans. Alors, comme je te dis, tu as pu résoudre ton problème, très bien, mais il faut pas tirer non plus des conclusions hâtives, même si c'est dans l'ère du temps actuel, peut-être ou peut-être pas. Est-ce que, en effet, c'est réellement un blocage ou pas? Bon, connaissant ton fournisseur, je reste, comment dire, j'ai un doute, j'ai un sérieux doute. Les connaissants, ils sont pas là pour, ils en ont rien à foutre. Voilà. Ok, on passe à la suite. Et en bref, le Tux masqué voulait revenir sur l'incroyable histoire de Next Impact qui normalement aurait dû fermer, va bientôt fermer ou va presque fermer ses portes. On en est où ? Donc, oui, on en a déjà parlé plusieurs fois dans les précédents podcasts. Donc, a priori, aux dernières nouvelles, ils vont pas fermer, mais ils cherchent un repreneur. Donc, le créateur de Next Impact va vendre Next Impact et on va voir s'il trouve repreneur pour que l'aventure continue. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir pour l'instant. Très bien, mais c'était en bref. Merci. Et maintenant, on va attaquer les articles plus en détail et on va parler de Ubuntu Studio et le système d'exploitation idéal pour les créateurs. C'est un article de ZDNet qui est apparu le 16 juin, le Tux masqué. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Ubuntu Studio. Ubuntu Studio, c'est une distribution qui est spécialisée pour la création audio, vidéo, imagerie, etc., etc. Et ZDNet nous fait un article pour présenter ce système d'exploitation. Donc, qu'est-ce qui le caractérise ? Il se caractérise déjà par un noyau Linux temps réel qui a été compilé spécialement pour éviter les problèmes de latence et donc pouvoir avoir ce qu'on enregistre, ça ressort immédiatement et les traitements internes sont minimisés. Et deuxième caractéristique, c'est qu'il fournit une panoplie de logiciels open source pour faire de la création. Donc des logiciels pour la création, pour la retouche d'image, pour la prise de son, le mixage, l'enregistrement et pour le montage vidéo. Donc je vous invite à lire l'article du Ubuntu Studio si vous ne connaissez pas.
Mais moi, je voulais réagir par rapport à cet article-là parce que je suis pas tout à fait d'accord avec une des conclusions qu'il tire, c'est que pour la partie montage vidéo, Ubuntu Studio embarque KDE Live. Et la conclusion de l'auteur de l'article dit que KDE Live c'est bien pour faire des films de vacances, mais dès qu'on veut faire des montages un peu plus évolués pour faire des courts-métrages ou travailler comme des professionnels, c'est pas du tout adéquat et qu'il faut plutôt rester sur des solutions propriétaires type Final Cut, Premiere ou Media Composer. Quels sont tes arguments justement pour dire que c'est pas tout à fait vrai? Alors moi je trouve que KDE Live, même si on n'a pas accès à toutes les bibliothèques, à tous les plugins qui sont payants, et donc prévu pour le logiciel payant aussi, qu'il n'y a pas de déclinaison dans un format open source intégrable dans KDE Live. Aujourd'hui, ces outils-là, ils ont rien en termes de fonctionnalité, on fait exactement la même chose en termes de montage pur. Après, les effets, c'est sûr que c'est les effets open source qui sont embarqués de base, qui sont tout à fait convenables et qui permettent de faire des choses tout à fait professionnelles dedans, je trouve en tout cas. Mais il n'y a rien à envier à des logiciels où on va payer très cher des bundles de plugins. Et puis de montage, on n'est pas obligé d'utiliser des plugins pour faire un montage professionnel, quoi. Et de mémoire, KDE Live n'est pas un outil de réalisation 3D, d'effets 3D ou d'effets divers et variés. C'est simplement un outil de montage. J'ai envie de dire, c'est parce qu'il y a d'autres logiciels qui ont combiné également la génération d'effets 3D, etc., qui fait qu'ils y sont mis par la force des choses. Mais de mémoire, KDE Live n'était pas du tout fait pour ça initialement. C'était pour mixer des pistes audio et vidéo, faire des enchaînements, mais sans forcément faire de rajouter de l'effet également. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, si on veut faire des effets 3D, sous Linux, il existe un logiciel qui s'appelle Blender, qui permet de faire des animations 3D, qui est aussi utilisé par des studios d'animation professionnels, et on est capable d'importer des pistes Blender dans KDE Live. Les développeurs de jeux vidéo aussi ils utilisent Blender. C'est un outil super puissant. C'est un outil open source et c'est certainement un des meilleurs qui existe pour faire des réalisations en 3D. Et après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, les formats vidéo professionnels, donc DNX 120, AVC, je sais pas quoi, des choses comme ça, sont aussi reconnus dans KDE Live. Donc, c'est même quoi, je trouve que KDE Live, alors c'est sûr que on va peut-être trouver des outils professionnels qui vont pouvoir s'appuyer sur du hardware spécifique pour raccourcir le traitement des effets et avoir des rendus temps réel de pleine qualité, mais KDE Live permet de faire la même chose, peut-être pas en temps réel ou avec des rendus haute qualité temps réel en prévisualisation, mais ça permet de le faire et je pense qu'on peut très bien faire un long métrage ou une publicité ou n'importe quoi avec KDE Live aujourd'hui, et il faut juste apprendre à utiliser l'outil, quoi. On en revient toujours à la même chose. À chaque fois que tu as des logiciels open source, il y a toujours une partie des gens qui estiment que c'est moins bon que du propriétaire. Mais bon, c'est complètement aberrant. Mais on a quand même certains logiciels open source qui sont tellement aboutis que plus personne ne se lance à faire la même chose. Comme par exemple, j'ai plus le nom, mais celui qui est utilisé en permanence, OBS notamment, il y a tous ceux qui font du stream utilisent OBS et il n'y a aucun logiciel propriétaire qui l'a détrôné depuis des années et des années. Et peu importe ton système d'exploitation, comme c'est open source, ça marche partout et les utilisateurs de Windows, ils utilisent que ça. Et Microsoft, je crois qu'ils avaient déjà essayé de faire des logiciels pour essayer de contrer un peu, enfin pour essayer de vendre. Et ça n'a pas marché, parce que OBS est totalement abouti. Le problème de Microsoft, c'est qu'il a essayé également d'imposer des formats vidéo, des choses pour évincer tout ce qui est open source and co, et c'est ça qui a perdu. Je sais pas si tu te rappelles, mais des formats comme le WMV
ou le WMA, voilà, Microsoft a essayé d'imposer ses propres codecs, ses propres formats de fichiers, et c'est ça qui les a foutus dedans. Que OBS s'appuie sur le standard, compatible YouTube, compatible Twitch, et puis ouvert. Tu peux brancher des claviers pour faire du contrôle de lancement de jingle, etc. Voilà, c'est un produit ouvert qui s'interface avec n'importe quoi. Donc forcément, il y a des constructeurs qui s'engouffrent là-dedans, il y a d'autres développeurs qui s'engouffrent là-dedans. Quand un produit est ouvert, voilà, il est adopté. En tout cas, c'est pas la première fois donc ils font des choses comme ça, hein, Microsoft ou d'autres, hein, mais des fois ils gagnent. Microsoft, ils ont gagné sur certains formats. MS-DOS, Windows ou Word, oui, mais quoique là, ils gagnent de moins en moins. Word, ils ont été obligés au forceps, on les a obligés à faire un format de plus en plus ouvert. Maintenant, aujourd'hui, les docs, c'est plus des docs, c'est des Xdocs parce que c'est du format XML derrière. Le XML est un format ouvert. Donc petit à petit, on arrive à les contraindre à aller vers de l'open, vers quelque chose d'ouvert. Ouais. Enfin bon. Et pour revenir au sujet de Ubuntu Studio et KDE Live, aujourd'hui sur le montage vidéo, il n'y a pas de format de plugin universel ou non propriétaire, et donc c'est sûr que pour développer des plugins, même si un éditeur propriétaire voulait avoir des plugins pour travailler des solutions open source, aujourd'hui il n'y a pas de possibilité. Alors que, par exemple, en audio, on a la possibilité, le VST aujourd'hui, il est supporté par les éditeurs audio open source, tout comme il est utilisé par les plateformes propriétaires. Ouais. Steve, t'as déjà essayé Ubuntu Studio ou les solutions qu'on vient de parler, KDE Live, Audacity et Co? Moi je vous avoue que je suis toujours sur DaVinci Resolve pour pouvoir faire mes montages vidéo sous Windows malheureusement, mais en fait je rejoins quand même de toute façon l'avis de Lutux par rapport à justement KDE on live, même si je l'ai pas utilisé, c'est que j'estime que finalement les effets spéciaux, etc., pour moi, je les associe justement à tout ce qui est vidéo de vacances. C'est-à-dire que vous savez, ces espèces de transitions, genre une page qui se tourne, des effets de tourbillon, enfin des trucs qui, franchement, en fin de compte, je n'ai jamais vu ça dans un film en particulier, même un documentaire, même un spot publicitaire, comme le disait le Tux, on n'a pas ce genre de choses. Quand on a des transitions à faire, elles sont simplement des fondus, des trucs, tout ce qui est de plus générique et de plus classique. Donc finalement, quand on dit des plugins, machin, des transitions ceci, machin, je vous avoue franchement, en fin de compte, à partir du moment où en fin de compte on sait servir de l'outil, voilà, quand on est familiarisé avec l'outil, on peut aller très très loin et on n'a absolument aucune limite. Donc que ce soit KDE Live, que ce soit Audacity pour justement en tout cas le traitement de son, etc. En mon sens, je trouve que moi c'est par familiarité et par facilité que je emploie encore aujourd'hui DaVinci Resolve, mais je suis sûr et certain que si j'étais revenu 4 ans en arrière, quand j'avais commencé mes montages vidéo, KDE Live m'aurait certainement pas dérangé, que du contraire, je pense que je serais encore avec pour l'instant. Punaise, Cédric, DaVinci Resolve. Je t'avais dit de pas faire parler Steve sur ce sujet. Oui, mais il se rend compte que c'est une erreur et à la prochaine fois que je lui poserai la question, il aura basculé. Ouais. Et puis, si vous aimez pas KDE Live, il y a d'autres alternatives open source, type OpenShot, type Shortcut, type je sais pas, PTV, etc. VLC fait du montage vidéo. Bon, c'est un peu touchy, mais ouais, c'est un peu touchy. Attends, je rigole, je crois que les premiers montages vidéo que je faisais, je crois que c'était un FFmpeg, parce que je devais coller deux bouts de film ensemble. Et c'était avec FFmpeg. Voilà, les premiers montages vidéo. Très bien. Allez, next. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Oh, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas parlé d'intelligence artificielle dans les journaux, dans les articles, tout ça. Et ben moi, je vais vous parler d'IA et notamment un ex-dirigeant de Google qui prédit que l'IA créera une catastrophe mondiale d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, c'est une affirmation forte qui souligne en fait les préoccupations croissantes concernant les implications de l'intelligence artificielle qui ne seraient pas réglementées. Donc en fait, l'ex-dirigeant qui s'appelle Mo Gavdois, c'est la première fois que j'entends son nom en fait. Vérifiez chez vous si c'est un vrai nom, Mo Gavdois. Donc il avertit que les intelligences artificielles pourraient devenir assez avancées pour créer leur propre machine tueuse. Oh putain, ça y est, on est chez Terminator. Et d'ailleurs, cela soulève les questions donc sur l'éthique de l'IA. On peut se poser la question, est-ce que ça peut créer des machines tueuses? Donc, il soulève des questions sur l'éthique, la réglementation et la sécurité, et ainsi que la responsabilité.
Ah oui, c'est un article du 5 juin. Oui, il faut bien le préciser. Donc, si une IA devient incontrôlable ou est utilisée à de mauvais escients, les conséquences donc pourraient être désastreuses. Bon, il y a plusieurs implications tout là-dedans. Et est-ce que l'open source peut également intervenir là-dedans ? Oui, parce qu'on dit que le code source d'une IA, donc il sera ouvert et accessible à tous, il sera plus difficile de l'utiliser à mauvais escient, sans être détecté ou sans être repris ou contrôlé. Qu'aujourd'hui, ChatGPT n'est pas du tout en open source. D'autre part, on pourrait également faciliter la diffusion de la technologie, qui est potentiellement dangereuse, donc potentiellement, on pourrait mieux la combattre et on pourrait mieux identifier les actes malveillants. Bon, bref, en tout cas, la question est de savoir si l'IA créera une catastrophe mondiale dépendra en grande partie de notre responsabilité, donc de la réglementation, et de savoir comment on va contrôler ça. Ça me fait un peu mal au cœur de dire que l'IA va être soumise à la réglementation, mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie de me retrouver face à un Terminator. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité récemment, mais on a parlé il y a pas très longtemps d'un drone américain qui était autonome et qui voulait descendre son pilote. Oui, pardon. D'accord. Voilà, donc l'intelligence estimait que son pilote n'était pas à lui donner des ordres qui ne convenaient pas et qu'il était néfaste pour sa mission, et donc il voulait le descendre. Bon, ils ont réussi à arranger les choses, mais voilà une IA qui a commencé à devenir folle. Ils ont appuyé sur le bouton rouge. Et ce n'est pas un film, ce n'est pas l'histoire de Terminator. Alors c'est très amusant comme anecdote, mais est-ce que ça serait pas un petit peu romancé ? Tu sais, les Américains, non, ils aiment bien. C'est pas du tout romancé. C'était dans un article scientifique que j'ai lu. Oui, tout à fait, je confirme. L'information, et ça montre bien qu'il y a aujourd'hui, on joue un peu aux apprentis sorciers avec ces intelligences artificielles. Je crois que le drone avait comme mission de sauvegarder l'humanité et tout ça, et donc il estimait que pour la sauvegarde de l'humanité, ce qu'on a repris dans les films de science-fiction et des choses comme ça, son pilote était néfaste. Mais donc quand la réalité rejoint la fiction, voilà ce que ça donne. Eh ben, c'est amusant parce qu'il y a toujours eu cette question, est-ce que c'est la fiction qui inspire est-ce que c'est les films de science-fiction qui inspirent la réalité, enfin la science, ou est-ce que c'est la science qui inspire les films de science-fiction ? Eh ben là, on a la réponse. C'est arrivé après, donc puisqu'on a déjà fait ça, donc non, c'est pas inspiré. Ouais, c'est pas inspiré. C'est je pense que ceux qui font les films, ceux qui créent les films sont un peu en avance de phase. Ils s'imaginent plein de choses. Ils ont pas de limite technologique. Enfin, ils vont un peu plus loin en disant et si la technologie permettrait ça, et avec des si on refait un monde. Eux, ils ont fait leur propre monde, leur propre univers. Mais malheureusement, cet univers, on a tendance à le rejoindre. Et d'ailleurs, juste petite précision, l'armée, les services secrets, etc. recrutent des auteurs pour créer des scénarios imaginaires pour s'entraîner et imaginer les catastrophes et comment eux, l'armée, les services secrets, etc. réagir. Bon, ils utilisent donc l'imaginaire de certains pour se projeter dans le futur. Et ils ont déjà une recrue, c'est ChatGPT. J'ai écrit plein de scénarios. Alors moi, c'est la fiction aussi qui a rattrapé la réalité. Je vais vous raconter une anecdote personnelle avec mon drone. Donc j'ai eu un petit souci avec mon drone. En fait, on m'a demandé de filmer un week-end, un événement spécial. Donc je suis parti aller filmer cet événement. Et à la fin du deuxième jour de tournage, mais vraiment en fin de journée, là où il y a toutes les familles et tout ça qui se réunissent autour du spectacle, machin. Je pense que je devais agacer Batman parce que Batman a shooté mon drone. Alors non, c'est pour l'histoire, j'ai vu mon drone tomber sur le toit, c'était sur un château, il est tombé sur le château, il a rebondi et puis il est tombé par terre, alors explosé. Et en fait, ma femme a filmé le moment et on a vu qu'une chauve-souris a foncé sur le drone. Voilà, donc je pense que Batman va nous sauver si les drones deviennent fous. Voilà. Bon, bref, je m'évade. Allez, next. Fairphone 5, le Fairphone 5. À quoi va ressembler le prochain smartphone éthique ? Article du 20 juin de Génération NT, et c'est le Tux Masqué qui nous en parle. Donc Fairphone, pour ceux qui connaissent pas, c'est un
smartphone qui était conçu pour être réparable et derrière qui a aussi la caractéristique d'avoir des mises à jour de son système d'exploitation Android ou iFondation ou Lineage OS ou autre pendant 5 ans. Donc la dernière version qui actuellement, le Fairphone 4 est sorti en 2021 si mes souvenirs sont bons, et donc il est temps de penser à la génération suivante, et Fairphone 5 commence à se dévoiler. Alors pas de grande révolution, c'est principalement tous ces composants qui sont un peu mis à jour avec un processeur un peu plus récent, un appareil photo qui pourra prendre un peu plus de pixels, etc., etc. Mais on restera toujours sur le même principe du téléphone réparable et avec des mises à jour du système d'exploitation pendant plusieurs années, contrairement à ce que font la plupart des concurrents grand public. On en est où des versions précédentes, Fairphone 1, 2, 3, 4, au niveau maintenabilité, c'est toujours maintenu, c'est toujours mis à jour? Alors, les 1, 2, ça fait longtemps, 1, 2 et 3, je crois que ça fait longtemps qu'ils sont plus du tout maintenus. Le 3+, qui était une version qui était un peu mise à jour du 3, continue d'être maintenu, bien que le stock de pièces arrive en fin de vie. Fairphone 4, qui est sorti en fin 2021, début 2022, il est encore pleinement supporté, et il le restera a priori, au moins jusqu'en 2027. Et voilà. D'accord. Ce qui est intéressant, oui, c'est que même si un constructeur dit oui, on maintiendra à jour, même matériellement, le smartphone assez longtemps, en effet, derrière la technologie, les composants, eux ont une durée de vie, et malheureusement, des fois, ça rattrape la réalité. Et c'est pas la volonté de Fairphone de stopper la maintenabilité d'un produit, c'est parce qu'au niveau électronique, ça suit plus, il y a plus de production, et donc voilà, le produit meurt à cause de ça. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter autre chose? Oui. Oui, pardon. Vas-y, Linux Friend, vas-y. Linux Friend avait quelque chose à dire sur le sujet. Vas-y, Linux. Ouais, moi effectivement, je voulais dire que je suis pas vraiment fan du Fairphone. Ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le téléphone écologique et le téléphone éco-responsable. Donc eux, ils sont éco-responsables, ils sont pas spécialement plus écologiques que ça. D'accord, les téléphones sont réparables. Le système d'exploitation est mis à jour plus longtemps, donc ça lui donne une certaine durabilité par rapport à ça, et on peut dire que il y a effectivement un peu plus d'écologie parce qu'on va garder le téléphone un peu plus longtemps, mais il n'est pas spécialement écologique dans le reste, surtout que le vrai gros problème de ce téléphone, c'est que souvent il a des années et des années de retard. Il te sort un téléphone, quand il sort, il est tout neuf. Eh ben, c'est l'équivalent d'un téléphone qui a entre 10 et 5 ans d'ancienneté. Voilà, donc, non, pas autant. Je trouve que t'es un peu dur. Ouais, d'accord, je suis un peu dur. Alors 5 ans, il est à peu près aussi... Non, il a 1 an et demi de retard par rapport Ils te mettent des processeurs qui rament, le téléphone il est lent, la batterie elle a beau être grosse, épaisse, tu fais référence aux premières Fairphone 1, 2 et qui étaient vraiment à la ramasse à l'époque. Le 3 aussi. Mais le 4, quand il est sorti, il avait peut-être un processeur qui avait 1 an d'existence, donc c'est pas si vieux que ça. Puis il était quand même assez puissant déjà de base, mais ils ont fait des progrès depuis Fairphone 1. Et au niveau de l'autonomie, il a pas plus d'autonomie le 4, d'après ce que je me souviens. Maintenant ça fait quelques temps qu'il est sorti, je sais plus très frais pour moi toutes ces infos là-bas. Tu prends un iPhone c'est une journée d'autonomie aussi. Non, mais attends, on parle de smartphone, on parle pas d'Apple. Mais pareil, tu prends un Samsung, l'autonomie d'un Samsung One, c'est une journée avec tous les capteurs qu'ils ont dedans et tous ces trucs là, ça consomme tellement que à la fin de la journée tu le mets à recharger. Bon, en tout cas, pour moi, Fairphone, il te propose un produit qui est quasiment obsolète à sa sortie. Et c'est pas comme ça que tu as envie de garder un téléphone pendant des années et des années. En plus, il a pas vraiment d'avantage. L'autonomie, elle est pas terrible. Les photos sont pas sans sas. Alors, tu peux changer les capteurs photo, d'accord. Tu peux, peut-être qu'un jour, ils vont faire un super appareil photo et tu pourras changer juste le module. Mais du coup, tu feras quoi de l'ancien? Ouais, bon, tu peux le revendre d'occasion, d'accord, ok. Au niveau de l'écologie, d'accord. Mais non, je trouve pas que c'est un bon produit. En plus, c'est très cher. Donc pour moi, c'est vraiment un téléphone qui vise une élite.
C'est pas un téléphone non plus qui est... La plupart des gens qui ont ça, ils font œuvre de charité. Voilà, ils se disent d'accord, si j'achète ce téléphone, eh ben je fais un acte éco-responsable. Toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de ce téléphone vont avoir un salaire décent, mais c'est tout. C'est pas, tu fais une œuvre de charité quand t'achètes un Fairphone. Tu fais pas, tu t'as pas envie d'avoir ce téléphone parce qu'il est chouette, parce qu'il est bien, parce que tu sais que tu vas pas être embêté. Voilà, il y a rien de vraiment génial dans ce téléphone, sauf le fait que tu peux choisir ton système d'exploitation. Tu peux prendre le système d'exploitation de Fondation, et encore, c'est pas systématique, il faut que tu le choisisses. Voilà, autrement on te met un Android ou voilà. Donc le Fairphone pour moi c'est pas un produit, il est pas écologique. Ok, il est éco-responsable, mais il est pas écologique. Après, il faut faire comme Steve, il faut avoir un Windows Phone. Et t'en es où avec ton Windows Phone, ouais, Steve? c'est ça, ouais, mais les gars, je vais me chercher des chips, j'en ai plus. Les vannes sont tellement pourries. Très bien. Bon, c'est tout ce qu'il a. Ah non, mais moi je croyais que t'avais un Nokia 3310. Non, mais non, ça c'est usé, ça c'est. Il a plus de touches tellement qu'il a cliqué dessus pour faire ses SMS. Allez, next. Red Hat va fermer les portes. Ferme les portes. Comment ça? Red Hat va couler? Non, pas du tout. Red Hat, vous savez, c'est l'entreprise bien connue dans le monde de Linux pour sa distribution Red Hat Entreprise Linux. Derrière, on retrouve CentOS, etc. Donc, cette distribution, par contre, Red Hat, elle est largement utilisée dans les environnements d'entreprise, en tant que serveur, généralement. Et comme beaucoup de distributions Linux, Red Hat Entreprise est open source, ce qui signifie que son code source est librement accessible et modifiable par quiconque. Là, jusque-là, tout va bien. Sauf que Red Hat a sorti une nouvelle. Alors, ils en ont pas trop dit. Je pense qu'ils sont en train de tâter le terrain. Ils disent, voilà, on va tenter de protéger notre distribution Linux phare, donc Red Hat, en fermant une partie, les sources. Ouais, vous avez bien compris. Donc ça signifie que l'entreprise pourrait limiter l'accès à certaines parties du code source de Red Hat Entreprise. Alors, cela pourrait être fait pour diverses raisons. Par exemple, protéger la propriété intellectuelle, pour des raisons de sécurité. On dit on va masquer, comme ça on ne saura pas et on sera moins vulnérable. C'est encore discutable. Ou pour maintenir un avantage concurrentiel. Oui, si on ne fournit pas le code source, il n'y a personne qui peut te copier. Alors, pour les utilisateurs de Red Hat, ça pourrait signifier plusieurs choses. D'une part, si le code source est moins accessible, cela pourra limiter la capacité des utilisateurs à personnaliser ou modifier leur système d'exploitation. Je sais, vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, mais le peu de gens qui le font, on ferme les vannes. D'autre part, si la raison de ce changement est la sécurité, ça pourrait potentiellement rendre Red Hat Entreprise plus sûre, quoique je suis vraiment pas convaincu, mais ça pourrait être un argument. Bon, pour la communauté Linux en général, ça pourrait avoir des implications plus larges. Par exemple, une grande partie de la philosophie de Linux et de l'open source est basée sur la transparence et la collaboration. Donc ça veut dire que Red Hat n'adhère plus à ça. Ouais. Je pense qu'ils vont se faire des ennemis. Ils s'étaient déjà fait des ennemis avec CentOS. Là, je pense que ça va pas dans le bon sens. Bon, en tout... je me pose la question, moi, excuse-moi, je t'en prie. C'est à partir du moment où tu coupes une partie des sources, est-ce que le système sera encore open source? C'est ça? Attends, open source. Tu peux fermer l'open source, le côté open source, mais tu peux encore distribuer. Alors, Red Hat n'est plus gratuit, mais tu peux distribuer. Non, tu peux distribuer des logiciels open source et faire payer un abonnement pour y avoir accès. Mais là, si si le source n'est plus accessible, c'est la philosophie de l'open source qui n'est plus respectée. Ah oui, tout à fait. Alors, Red Hat, pour être clair, Red Hat, la partie compilée n'est pas gratuite. Red Hat fournit son code source, donc n'importe qui peut récupérer son code source, le compiler pour pouvoir le déployer et l'installer, mais la partie compilée, elle, n'est pas accessible. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez pas télécharger Red Hat, où il faut payer un abonnement, évidemment, et c'est pour ça que les gens se rabattent sur CentOS ou sur Fedora, car là, le code compilé est distribué gratuitement. Voilà. Mais en fait, Red Hat veut ressembler à Windows. Ouais, ils ont autant d'abonnés que ça. Parce que moi, dans les entreprises, il y a pas mal de monde qui sont partis sur CentOS, sur Fedora ou sur Alma Linux, sur Alpinux, enfin tout dérivé de Red Hat, mais il y a je connais plus personne qui utilise Red Hat Entreprise.
C'est très bizarre. Si, moi j'en connais. Encore, ouais. Oui. Bah, parce qu'en fait, c'est simple, hein, quand tu travailles avec IBM, qui te fournit des serveurs, ils te fournissent Red Hat Enterprise. Voilà. D'accord. Bah, c'est la même boîte, hein, en fait. Aujourd'hui, Red Hat appartient à IBM. Mais là, moi, je vois, nous, on a des serveurs pour les infrastructures audio-vidéo. Elles sont sous Red Hat Enterprise. D'accord. Bon, moi, j'aurais une question aussi. Quand ça a fermé, quand ils ont arrêté CentOS, comment attends, ils ont pas arrêté CentOS. Non, on va remettre l'église au milieu du village. CentOS a simplement changé sa politique de diffusion des mises à jour. Au lieu d'avoir une mise à jour tous les 2, 3 ou 4 ans, des mises à jour majeures, je précise, ils ont décidé de passer en mise à jour continue. C'est-à-dire, dès qu'il y a des changements importants, paf, ils y poussent. Et le problème, c'est une question de maintenabilité. Si tes DLL, si tes bibliothèques changent de version majeure et que tes logiciels à côté plantent parce que tu viens de changer de bibliothèque majeure dans ton OS, dans ton système d'exploitation, ça fait planter tes applications. Et quand tu es en prod, j'ai envie de dire, c'est pas trop le truc voulu. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'entreprises qui ont fui CentOS pour partir sur un équivalent. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, sans plus de détails, il est difficile de dire exactement quelles seraient les implications de cette annonce-là. On verra comment Red Hat va mettre en œuvre ces changements et comment la communauté va réagir. Et quid de CentOS, justement, quid de Fedora, que va-t-il se passer ? Je ne sais pas. Mais de mes souvenirs, Red Hat s'appuie sur le travail de la communauté sur Fedora pour fournir un certain nombre de paquets. Oui. Alors Fedora est là pour en effet tester en avant de phase l'intégration des paquets et les récupère pour les mettre dans Red Hat. Tout à fait. Ouais. Bon, on verra ce que nous dira l'avenir. Mais bon, belle surprise. Belle surprise. Après, ça veut dire que Red Hat perdra peut-être un peu de sa splendeur et que d'autres solutions type SUSE ou Ubuntu Server vont prendre la suite. Oui, ou Debian. Ou Debian. Non, mais je crois que les entreprises aiment bien quand il y a une entreprise commerciale qui est derrière pour pouvoir dialoguer avec des gens et payer. Ah ouais, tu veux qu'on parle d'Oracle ? Ah pardon, excusez-moi, c'est un mot tabou. Allez, next. Qu'est-ce qui se passe avec le support de NVIDIA DLSS manquant dans les titres FSR sponsorisés par AMD ? Je comprends rien à ce que je viens de lire. Merci LinuxFriend pour ça. En tout cas, vous retrouvez cet article qui date du 20 juin 2023 sur la wccftech.com et LinuxFriend va nous en parler. Ouais, voilà. Bon, alors le DLSS, c'est une technologie que NVIDIA avait mis en place. C'est pour dans les jeux vidéo. Quand un développeur implémente ça dans son jeu, ça permet de baisser la qualité de l'image et d'avoir plus de FPS, donc plus d'images par seconde. Ça évite donc, si on a une petite carte graphique, ça permet tout simplement d'avoir des jeux qui vont pas se figer et d'avoir donc une image continue, plus fluide. Un jeu plus fluide si on a une petite configuration qui est légèrement juste pour le jeu en question. Donc ce système, il a été développé par NVIDIA. Je vous explique tout de suite. Bien sûr, c'est pas open source. C'est une technologie. Ils ont mis des droits dessus, mais AMD, qui fait des pilotes open source pour ses cartes graphiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont répliqué. Un an après, ils ont sorti le FSR. Donc ça, c'est une technologie open source et ça marche non seulement sur leurs cartes AMD, mais ça marche aussi pour toutes les autres cartes NVIDIA, Intel Inside et voilà. Toutes les cartes, tous les développeurs de jeux, s'ils utilisent le FSR dans leur jeu, du coup, ça sera applicable même à quelqu'un qui utilise Windows avec NVIDIA ou une carte AMD sur un système Linux, peu importe. Ça marche partout. Et l'équivalent, d'ailleurs, je vous le sors maintenant. Merci. De rien. Et l'équivalent chez Intel Inside, eux, ils ont sorti le XESS. C'est le même système, mais encore une fois, c'est propriétaire. Donc, bon. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un petit débat parce que les développeurs de jeux vidéo, apparemment, ils incluent, quand ils incluent dans leur jeu le DLSS de NVIDIA, ils incluent aussi le FSR de AMD. Donc, ça marche partout. Mais ce qui est
inclut uniquement le FSR de AMD, qui est open source et qui marche sur toutes les cartes, et ben ils mettent pas le DLSS, ni le XESS. Ce qui fait que du coup il y a un petit débat parce que les utilisateurs, les gamers, les joueurs, enfin certains imaginent que AMD traite avec les développeurs de jeux pour leur dire mettez notre technologie, mettez le SFR qui est open source et qui marche partout, mais surtout ne mettez pas le DLSS de Nvidia qui est propriétaire. Bon, là les auditeurs ils auront compris l'aberration du truc. Bah forcément vaut mieux utiliser quelque chose qui marche partout et qui est open source. Donc on peut penser que le débat est un peu ridicule. Mais les utilisateurs, bon, ça doit beaucoup être des utilisateurs Windows qui estiment que le DLSS de Nvidia est délaissé. Il faut savoir que le DLSS a un petit peu d'avance, l'image est un peu meilleure, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus beau, mais le SFR, c'est la force de l'open source tout simplement qui prend le dessus. Voilà. Et à fur et à mesure, le SFR s'améliore. Donc il y a de moins en moins d'écart. À chaque fois, là on est à la version 2. Le SFR 1 était pas terrible. Attention. On n'est pas chez Bouygues, SFR ou chez Free, c'est FSR. Hein. Oui, c'est ça. Non, parce que tu diras, de temps en temps tu diras, tu dis SFR. Ah ouais, j'ai dit ça. D'accord, ok. Bon, okay. Et c'est bien le FSR. Très bien. Et voilà, donc c'est tout simplement l'open source qui gagne et les développeurs de jeux, forcément eux aussi peuvent gagner un petit peu de temps et éviter de rentrer une nouvelle technologie ou un autre truc une fois qu'ils ont sorti quelque chose, ils n'ont pas envie. On a déjà du mal à avoir des versions natives Linux, donc ils économisent le peu d'heures de travail supplémentaires. Et dès qu'ils peuvent gratter, ils grattent. Voilà, c'est tout. Parce que faire une version Linux sur certains petits jeux, c'est quoi? C'est 1 heure de compilation. Après, il faut vérifier, d'accord. Mais sur certains jeux, tu lances un petit logiciel qui t'envoie le personnage tourne à gauche, il va à droite, il saute, et puis ton jeu, si t'as des bugs, tu les vois. Voilà, c'est pas non plus sortir une version Linux sur un petit jeu, c'est pas non plus des heures et des heures. En une journée, c'est fait. Et non, la plupart ils le font pas. Donc implémenter le DLSS en plus alors que le FSR il fonctionne, c'est tout simplement les développeurs qui n'ont pas envie de s'embêter. Ça c'est ma version. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Open source? Si toi tu l'avais vu ce petit débat, Absolument pas. Pas du tout. Non, mais moi je fais partie de la génération des garçons, que je l'ai toujours dit d'ailleurs, je fais partie de la génération des gars qui en fin de compte vivaient avec du 24 images secondes. C'est-à-dire les dessins animés des années 80, 90, 90. Non, attends, les dessins animés des années 80 c'était 15 images secondes, je te rappelle. Ah, mais c'était pire encore. Donc imagine qu'en fin de compte, moi, en tout cas, on se contentait d'avoir des animations comme ça. Et quand on allait au cinéma, c'était des images à 24 images secondes. Les télés à tube cathodique, c'était comme ça. Alors tu sais, aujourd'hui, franchement, oui, ok, ça va, c'est vrai, c'est génial d'avoir des cartes graphiques qui en fin de compte nous foutent carrément du DLSS, FSR, Bouygues Télécom, France Télécom, Belgacom et tout ce que tu veux, je m'en fous en fait. En vérité, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me dire en fin de compte, il est où le plaisir du jeu? Tu vois ce que je veux dire? Quand en fin de compte, moi je m'éclate sur GTA et que je dégomme des petites vieilles pour lui piquer son sac, moi ça m'éclate. Mais j'ai pas besoin de franchement de devoir courir à 80 images secondes, c'est bon. Quand j'ai carrément quelque chose qui tourne à plus ou moins, je sais pas, j'ai dire entre 20 et 30 images secondes, c'est parfait. Donc très sincèrement, voilà, je trouve que ouais, c'est comme disait l'ami Linux, c'est un peu puéril, je trouve, ce genre de débat où on dirait ouais c'est de la faute à l'autre, non c'est pas de ma faute. Écoute mon gars, fais-nous du bon produit, on est des clients et on a envie d'avoir quelque chose de sympa. Point barre, c'est tout, passe à autre chose quoi. Il y a un gros avantage quand même au FSR et au DLSS et à cette technologie, c'est que quand tu as du petit matériel, du coup tu rames pas avec ton jeu. Tu vois, tu baisses ta qualité d'image et toutes les ressources, du coup, tu les as pour la fluidité de ton jeu. Donc, il y a plein de gens, au lieu de changer de carte graphique pour jouer au tout dernier jeu vidéo qui vient de sortir, ils ont besoin de la carte au-dessus. Tu vois, Cyberpunk 2077 là qui sort. Et ils peuvent rester avec leur vieille carte graphique et puis ils baissent tout simplement la résolution et puis ils arrivent quand même à jouer au jeu. Ça se passe comment avec Load Runner aussi, les nouveaux niveaux? C'est bon, ça c'est fluide? Non, bon, d'accord. On va manger une chips. Je fais
Ouais, je te parle à aparté parce que là tu parles de Cyberpunk. Ils vont sortir un add-on dans pas très longtemps, d'après ce que j'ai compris. Tu changes de machine si tu veux jouer à l'add-on, quoi. Les recommandations pour jouer à l'add-on, c'est la configuration maximum de la dernière version, donc quoi, je schématise, mais c'est type la configuration pour jouer dans de bonnes conditions avec la dernière version, c'est celle qui est considérée comme minimale pour la prochaine, pour l'add-on. Donc l'add-on coûte 50 € et tu dois payer 1500 € de machine à côté, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ou tu t'achètes une console de jeu parce que finalement tu seras moins emmerdé qu'une console de jeu. Mais sur PC, là j'ai vu les trucs, j'ai trouvé ça délirant. Alors c'est marrant parce que toi qui est pas trop joueur, t'as regardé et moi en fait j'ai pas regardé. Bon, d'un autre côté c'est Cyberpunk et je sais qu'il y a pas de version native Linux, donc mais c'est marrant. Non, c'est juste qu'il y ait plein de sites que je suis qui remarquaient justement les caractéristiques de la configuration minimum qui était très exigeante. Alors j'aurais quand même été intéressé, mais du coup je vais y regarder, je vais jeter un petit coup d'œil aux exigences demandées pour l'extension. Mais de toute façon, il y a un truc, ça me donne l'occasion de souligner un truc, c'est que souvent les exigences quand tu utilises Linux, elles sont bien en dessous. Enfin, bien en dessous. Elles sont. T'as pas besoin d'avoir le matériel minimum. Quand ils te donnent un matériel minimum, ils te le mettent à chaque fois pour Linux et pour Windows. Quand tu as une vraie version Linux. Mais en fait, quand tu utilises Linux, vu que tu as moins besoin de ressources pour ton système d'exploitation, et ben avec des configurations en dessous, tu arrives toujours à jouer au jeu et avec du 60 images secondes. Hein. Moi, ça t'aurais pas été voir ma chaîne YouTube tout dernièrement, quoi, toi? Ah ben peut-être que c'est celle où tu te moques un peu de moi. C'est la vidéo là. Ah non, c'est la vidéo d'après que tu te moques un peu de moi. Non, c'est fou parce qu'en fait c'est exactement de ce dont je parle sur donc voilà, c'était juste comme ça pour remplacer une petite au passage. Ouais, je regarde ta chaîne YouTube, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué tout simplement en jouant. Ça fait pas mal de temps. Il y a effectivement des configurations, t'as pas besoin d'autant. T'as pas besoin d'autant quand tu utilises Linux que ce qui est mis. Et ils te mettent pour Linux, hein, ils te mettent les recommandations minimum, ils te mettent les mêmes que pour Windows. Mais en fait, j'avais une carte, c'était une R9 de AMD. Et en fait, j'arrivais à jouer à des jeux où normalement, tu étais censé avoir des cartes avec des capacités bien au-dessus. Alors, je te confirme qu'on fait des benchmarks, moi, dans ma boîte. On est éditeur de logiciels et on vient de faire un benchmark récemment. Donc Windows versus Linux, et il est apparu que au niveau des performances, alors nous on est plus un logiciel basé sur la base de données, sur les accès bases de données, génération de pages web avec du Java, etc. Donc c'est pas tout à fait le même domaine qu'un jeu vidéo, mais on a des différences notables entre une version Windows et une version Linux. Donc Windows, c'est du Windows avec du SQL de mémoire, et en Linux, donc c'est du Linux avec du Postgre, et on a un ratio de 1 à 10, voilà, au niveau performance. Donc on traite 10 fois plus de requêtes, le traitement est 10 fois plus rapide sous Linux que sous Windows. C'est dingue, hein, franchement. Ouais. Et quand tu vois que il y a toujours des gens qui préfèrent prendre des solutions propriétaires et du Microsoft, c'est quand même incroyable, quoi. Souvent c'est les gouvernements, hein, c'est les organisations gouvernementales les premiers clients. La marine américaine, ils tournent sur Windows XP. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Ils payent 9 milliards par an pour pouvoir avoir des mises à jour ou des choses qui peuvent leur permettre. Donc c'est ou envoyer des sous-marins. Ah non, pardon, c'est pas la même chose. Pardon. Pardon. Allez, on va déraper. Next. Next. On va parler de Google Photos. Open source, non. Linux, non. Bon bah non. Je sais pas ce que vient faire ça. Ah si. Bien que cette nouvelle ne soit pas directement liée à Linux, elle est pertinente pour tous les utilisateurs de Linux qui utilisent Google Photos. Ouvrez bien les esgourdes. Google va supprimer à partir du 19 juillet 2023 vos anciennes photos
Et ben, c'est le moment de sauvegarder, les gars. Alors, l'anecdote est intéressante parce que le cloud, c'est magique, c'est gratuit, oui, mais il y a une fin. Ouais, je suis désolé de vous le dire, il y a une fin. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une fin comme ça? Ben, il va falloir sortir les sauvegardes. Donc, les sauvegardes des données, c'est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, elles protègent contre la perte de données. Oui, il arrive de temps en temps que des data centers crament. Oh, pardon, OVH, désolé. Ou qu'il y ait des suppressions accidentelles ou des cyberattaques, vous savez, les crypto-lockers, etc. Quoique, bon, Google, Microsoft, pour l'instant, sont protégés. Enfin, on touche du bois. Deuxièmement, les sauvegardes permettent de récupérer des versions antérieures de fichiers. Ben oui, vous modifiez votre photo, vous faites enregistrer. Oh merde, oh putain. Ah, je l'ai fait aussi pour un fichier son que je devais pas compresser, que j'ai compressé, ça a fait de la merde. Bon, bref. Voilà. Ou ben si vous supprimez accidentellement les fichiers, vous avez toujours la sauvegarde sous la main. Et enfin, en cas de catastrophe naturelle, il va y en avoir de plus en plus, inondations, chaleur, data center qui prend feu à cause de la chaleur, etc. Bon, bref. Tout ça, voilà. Il est important de faire des sauvegardes, même si c'est dans le cloud. Faites une sauvegarde chez vous, une sauvegarde ailleurs, ou une sauvegarde où que vous voulez. Bon, on revient sur Google Photos. Donc, Google, la société, a annoncé des changements dans sa politique de stockage gratuit, qui a envoyé des mails à tous les utilisateurs pour dire bye bye, au revoir les photos, récupérez-les vite parce que vous allez les perdre. Très bien. Parfait. Et je vais vous donner des solutions. Oui. Si vous voulez continuer à utiliser des solutions cloud, privilégiez déjà des solutions que vous allez peut-être maîtriser ou faites confiance à un tiers et qui va utiliser des solutions open source. Vous savez, par exemple, Nextcloud. Nextcloud, c'est magnifique. C'est une plateforme de stockage dans le nuage. Il y a plein de personnes qui vous proposent des instances Nextcloud pour pas trop cher. Oui, ok, il faut payer, mais le jour où vous comprendrez que tout n'est pas gratuit, on aura peut-être gagné quelque chose. Bon, bref. Mais à la limite, si vous avez un serveur, vous pouvez également installer votre propre instance Nextcloud et en plus, il y a plein d'applications qui gèrent vos photos. Donc, vous déposez vos photos sur Nextcloud et il y a une galerie, il y a une map monde aussi. Si vous aimez voyager et tout ça, ben, il y a une map monde avec toutes les photos qui s'affichent, tout ça. Vous pouvez même les partager à des connaissances pendant une courte période, etc. Bon, bref, vous pouvez faire plein de choses. Il y a Piwigo aussi, qui est une autre solution open source que vous pouvez également auto-héberger. Elle offre des fonctionnalités similaires à Google Photos, y compris la possibilité de partager des photos et les organiser en album. Il y a Litchi, que je connais pas, mais a priori c'est une application de gestion de photos également open source qui peut être auto-hébergée. Elle offre une interface simple et élégante pour organiser et visualiser vos photos. Bon, maintenant voilà, on met tout ça de côté. Après, si vous n'êtes pas trop casse-cou en disant bon, l'auto-hébergement c'est pas pour moi, ben vous avez Flickr. Flickr, c'est aussi un espace de stockage gratuit où pour pouvoir stocker vos photos. Et en plus, c'est magnifique, il existe des clients Linux. Magnifique. Et puis, il y a d'autres services de stockage dans les nuages. Bon, je vais vite passer dessus parce que ça va me faire mal à la gorge rien que de les prononcer. Dropbox, Microsoft, OneDrive, Amazon Photo. Bon, bref, voilà. Il y a des options de stockage de photos. Bon. Est-ce que je vous pousse là-dedans? Allez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. On parle de sauvegarde, on parle pas de version open source. En tout cas, ce que je peux vous préconiser, n'ayez pas qu'un seul endroit où stocker vos photos. Hein. Ne faites pas confiance forcément à un seul hébergement, comme Google Photos par exemple. Il vaut mieux avoir plusieurs points de sauvegarde. Ça peut même être chez vous sur un disque dur. Voilà. Vous faites vos sauvegardes Non, mais moi je voulais vous faire part de mon expérience Google Photos qui va fermer. J'ai reçu le mail en question qui disait que fallait que je sauvegarde mes photos et donc j'avais un lien à cliquer pour les sauvegarder avec la procédure. Je suis la procédure qui m'indique et tout ça. Il me dit bon on va vous envoyer un mail dès que la sauvegarde est prête à être téléchargée. Et là c'est le drame. Et là j'attends. Alors déjà le mail on le reçoit pas. J'ai 3 photos sur mon compte Google Photos que j'avais mis certainement au moment de sa création. Donc 3 photos à sauvegarder, mais le mail l'a mis quand même 6 heures à arriver. Donc la sauvegarde est comme ça. Et je reçois le mail et le mail me dit pas non ça y est vous pouvez télécharger votre sauvegarde. Non, la sauvegarde a échoué. Téléchargez manuellement vos photos. Voilà, petite expérience. Ouais. C'est bien, t'en avais que 3 à télécharger. Et toi, Steve? Ah ouais, non, je sauvegarde jamais mes photos. T'en fais pas de toute façon. Non, en vérité, je ne fais jamais confiance au cloud, jamais. Donc malheureusement, je n'utilise absolument aucun de tout ça. Donc voilà, pour moi, c'est pas du tout. Voilà.
next, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que moi, je suis assez j'avais- d'accord avec Steve. Les photos, chez moi, c'est sauvegardé sur un disque externe, déconnecté, plus sur le PC que j'utilise, mais pas sur le cloud. Ouais, ce qui est bien, c'est que maintenant avec les SSD, c'est plus durable. Avec les disques mécaniques, il y a des- Pardon. Tu Ah ouais disais parce que les disques SSD, ils crament aussi. Tu veux des chips? Oh punaise, non. Non, Non, c'est une catastrophe, les SSD. Non. c'est plus fiable un disque mécanique, selon toi. Il n'y a pas ni l'un ni l'autre. Alors après, on peut comparer qui a la plus grande, mais franchement, ne fais pas confiance à un seul support. En fait, c'est ça le mot d'ordre. T'as un SSD qui peut cramer au bout d'une semaine, comme il peut cramer au bout de 5 ans, et un disque mécanique, c'est pareil, il pourra cramer au bout d'1 an, comme il pourra cramer au bout de 10 ans. Il y a pas. Après, ça dépend aussi des conditions de stockage, des conditions de manipulation, etc. Bon, ça dépend de plein de choses, mais ne fais pas confiance à un seul support, quoi. C'est comme les gars qui disaient. Alors les DVD, tu le graves, tu le mets dans le congèle et tu pourras le conserver 100 ans. Ouais, non, mais attends. Alors là, je c'est- mets au ça, défi c'était- celui qui a foutu le DVD c'était- dans le congèle de le ressortir et d'essayer de lire les infos qu'il y a dessus. Mais Voilà. ça, c'était du troll. C'était pour se moquer. C'est comme quand il y a eu les histoires de gilets jaunes qu'on a dû acheter, contraints et forcés par le gouvernement. Il y a des gens qui ont sorti, que tu étais obligé de le mettre sur le siège passager. Et là, tu voyais plein de gens qui se promenaient, ils accrochaient Non, le gilet coup jaune du sur le DVD, c'était pas forcément du troll. Peut-être avec Si, du c'était recul, du troll, tu peux t'amuser, mais non, à l'époque, c'était pas forcément du troll. Mais bon, bref, peu importe. Mais non, ne fais pas confiance à un seul support. Ouais, Alors t'es en train de généralement me une dire que sauvegarde. Tu quand- fais une sauvegarde. Normalement, tu vérifies les données qui sont dessus. Et le coup d'après, quand tu fais ta sauvegarde, tu sors un autre support pour faire une sauvegarde. En fait, tu fais des sauvegardes roulantes normalement. Ça, c'est le Graal. Et tu testes toujours derrière. Oui, parce que faire des sauvegardes, c'est bien. Vérifier que c'est bien sauvegardé, c'est autre chose. Quand c'est des photos, ça va, tu peux vite vérifier. Quand c'est des applications, c'est un peu plus compliqué. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais ouais, normalement, tu dois faire tourner tes supports de sauvegarde. Et dès que tu commences à avoir des secteurs défectueux ou des doutes, tu changes de support. Mais voilà, ne fais pas confiance à un support. T'es en train de me dire qu'il faut que j'arrête de te faire confiance parce que moi je te signale que c'est toi mon cloud, hein, je mets tout sur ton serveur. Hein. Eh ben, ne fais pas confiance au serveur, surtout qu'il est hébergé chez OVH. Ouais, ok. Bon, n'empêche, si jamais ton disque dur, effectivement, il est déconnecté. C'est pas un disque dur que t'as dans ton ordinateur. On imagine, moi je me suis toujours dit, si je prends un SSD, je mets mes applications que je veux sauvegarder ou certains jeux vidéo que j'ai pris des heures à télécharger, notamment, tu vois, sur GOG, des trucs sans DRM et qui font, je sais pas, 60 gigas. Je le mets sur un disque dur, un SSD qui est externe et je le branche pour pouvoir le mettre sur mon nouveau disque dur que je viens de mettre sur mon ordinateur, par exemple. Je me suis toujours dit, c'est bon, il est à l'abri, surtout si je l'utilise une fois par an, le disque dur, tu vois. Mais, problème d'alimentation qui crame le contrôleur, qui crame les puces. Tu peux avoir plein de... Puis l'électronique, ça vieillit, même si c'est pas utilisé, ça vieillit l'électronique. Donc non, ne fais pas confiance à un support. Ah non, je te le jure. Là, j'avais des photos sur un disque dur mécanique et le truc, il était à l'abri, il était sur un NAS sur le côté et tout ça. Et un jour, j'entre à la maison et j'entends clac, 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 clac. Et voilà, le disque. Je sais pas ce qui s'est passé, mais le disque est parti en vrille. Donc, non, ne fais pas confiance à un seul support. Non, mais ne pas faire confiance à un seul support, ok, je suis d'accord. Tu peux toujours avoir 2 sauvegardes des fichiers les plus importants pour toi. Mais et puis derrière, pas tout au même endroit. Est-ce que ta maison elle crame? Ton disque il est dedans. Oui, tu crames le A et le B. Voilà. Ouais, mais bon, là, on s'en sort plus. Mais non, c'est des conseils. Les entreprises qui font de la réplication de serveurs, donc ils ont 2 serveurs, un serveur A et un serveur B. Si le serveur A tombe en panne, c'est le serveur B qui prend le relais. Et ben il y a des normes pour que la distance entre le serveur A et le serveur B soit supérieure à 30 km. Voilà. Ok. Bon. Il y a plein de normes comme ça. Ça, c'est depuis qu'il y a eu des incendies, je suppose. Non, bombe nucléaire. C'était déjà. Ouais, bombe nucléaire, enfin ce que tu veux, ouais. Des destructions de bâtiments. Par exemple, en télévision, la chaîne de diffusion, t'as 2 chaînes de diffusion, c'est t'as une qui tombe en panne, t'as une deuxième. Elles sont généralement sur 2 sites différents. C'est ça.
Bon, François, ils en ont plus que 2, mais... Après François, c'est un peu particulier, mais par exemple, on prend TF1. TF1, ils ont un cycle, une chaîne de diffusion qui est à Boulogne, et puis ils ont une autre chaîne de diffusion ailleurs avec Cognac G. Pour pas les nommer, pour prendre le relais si ça tombe en panne site de TF1. Voilà. Donc s'il y a une bombe qui tombe sur la tour TF1, il y a Cognac G qui reprend le relais. Ouais, bon, après, s'il y a une bombe qui tombe sur la tour TF1, si c'est une bombe nucléaire, c'est tout pareil qui crame, donc c'est bon, il y a plus de TF1. Bon, en Belgique, ils ont pas ce problème, ils ont pas de télé. Voilà, exactement. Nous, en fait, on s'en fout de toute façon déjà de 1 pour nous, tout ce qui est sauvegarde. On utilise en fait nos albums photos, sur donc vous savez les photos. Oui, papier. Voilà, exactement. Déjà pour commencer. Et puis pour tout ce qui est audio, on a encore des cassettes. Ouais, des cassettes qu'on rebobine avec nos crayons, etc., etc. Et puis alors après, pour tout ce qui est documents, etc., on s'en fout, on écrit à la main. Et à la main, je précise, pas taper, dactylographier. Non, à la main. Donc voilà. Tu sais que tu viens de me mettre une claque. Vous avez pas encore eu la machine à écrire? Non, ça existe pas, ça. Non. En fait, on nous l'a proposé, on a dit non, trop compliqué, laisse tomber, on passe à autre chose. Tu sais que tu viens me mettre une claque parce que je me suis souvenu que vous êtes vraiment plus en avance que nous concernant la carte d'identité, la carte d'identité numérique. Vous avez une pièce d'identité numérique maintenant pour vous identifier sur les impôts et tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Alors qui est pas compatible avec Linux, je crois, ou à peine. On peut pas tout demander non plus, hein, mais oui, en effet, ouais, on est, bon, y a que ça, hein, pour lequel on est super à l'avance, hein, mais c'est tout, quoi. Faut pas s'exciter non plus, hein. Ça reste toujours écrit à la main, hein, de toute façon. En fait, tu imprimes derrière, tu remplis et tu imprimes et tu l'envoies. Exactement. Très bien. Bon, et n'oubliez pas de remplir vos impôts. Je crois que vous avez un mois de retard. Oh putain, ouais, c'est vrai ça. Allez, next. On va parler des sorties notables. Les sorties notables de la semaine, c'est Darktable 4.4 et Ardour 7.5. 7.5. Oh punaise, je vais pas y arriver. Linux Fan, vas-y. Linux Fan, pardon. Le Tux masqué, je t'en prie. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus. Darkle 4.4, Darkle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de faire de l'édition d'images RAW. Les images RAW, c'est les images non compressées. Et donc la nouvelle version rajoute plein d'améliorations, de nouvelles fonctionnalités, tout ça, et surtout prend en charge plein de nouveaux appareils photo qui sont sortis récemment. Ardour 7.5, pareil pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de mixage open source. Donc à ne pas confondre avec Audacity qui est fait pour faire de l'édition. Donc Ardour fait de l'édition, certes, mais il permet aussi de faire du mixage. Donc du mixage, c'est généralement on travaille avec une table de mixage. Sur une table de mixage, on fait ce qu'on appelle une automation. On bouge des faders pour gérer les niveaux. C'est enregistré au niveau du logiciel, c'est capable d'être lu, d'être modifié, et plein d'autres fonctionnalités. Pour ceux qui sont curieux sur les améliorations et nouveautés de ces versions-là, ils peuvent consulter les release notes sur les différents sites des logiciels. Très bien. Et suite à la sortie de pas de Debian, Ubuntu, pardon, Linux Mint sort une bêta la 21.2. Alors voilà, on va pas en parler tout de suite. C'était juste vous annoncer que la Linux Mint 21.2 est sortie en bêta il y a quelques jours. La version finale va certainement tomber début juillet. On parlera de toutes les nouveautés au moment où la finale la version définitive sera sortie. Merci. Si ça vaut le coup d'en parler. Oh, tout de suite la mauvaise langue. La mauvaise langue, j'hallucine. Ça vaut le coup d'en parler. Moi, je la teste depuis quelques jours déjà. Il y a quand même pas mal de trucs sympas. Et bon. Ok, ça corrige les erreurs de la version précédente. Eh ben, on en reparlera quand elle sortira. Merci. Le bulletin météo de la sécurité de la semaine. Alors, je vais pas vous faire toute la liste complète comme les semaines précédentes. On va revenir sur un article que le Tux masqué m'a fait ressortir, mais je te remercie pour cet article. Une CVE est sortie le 20 juin concernant KeePass XC. Oui, il faut pas oublier le XC. Vous savez, le truc que je promeux. Eh ben, il y a une CVE, dites donc. Alors attendez, on va se calmer, on va se poser, et puis on va lire le contenu de la CVE. Donc, un article d'ailleurs, KeePass XC a carrément fait un article concernant cette CVE. Et donc, ça commence bien. KeePass XC dit, il y a une prétendue vulnérabilité de KeePass XC. Voilà, déjà, ça pose le cadre.
Concrètement, donc, cette CVE a été signalée le 19 juin 2023 exactement, et les développeurs de KeePass XC contestent cette vulnérabilité et ont demandé le rejet de l'identifiant CVE. Concrètement, ils expliquent que techniquement, pour un attaquant, il faut qu'ils aient un accès non restreint à la base de données KeePass XC. Enfin, ils pourraient avoir un accès non restreint à la base de données KeePass XC déverrouillée pour exporter ou modifier des mots de passe sans nécessiter les informations d'identification d'origine, c'est-à-dire le mot de passe, le premier mot de passe que vous tapez. Et en fait, KeePass XC dit vous êtes gentil là, mais si un attaquant a déjà pris le contrôle de l'ordinateur, est-ce qu'il faut se soucier que KeePass XC peut être vulnérable ou que l'attaquant a pris le contrôle de l'ordinateur? On peut se poser la question. Hein. Est-ce que la faille n'est peut-être pas avant? Surtout que KeePass dit que voilà, l'accès non autorisé à cette base de données, en fait, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. C'est pas un problème de mémoire, d'accès à la mémoire ou des choses comme ça. Donc concrètement, les développeurs de KeePass XC, ils n'ont pas l'intention de faire le moindre changement majeur dans le programme concernant pour répondre à cette CVE. En tout cas, pour l'instant, ils attendent de savoir si la CVE est conservée ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un faux débat pour vous? Oh, oui, c'est un faux débat, parce que comme ils le disent, à partir du moment où on a déjà accès à la machine et on peut faire tout ce qu'on veut dessus, les mots de passe, c'est peut-être plus les mots de passe pour accéder à la machine, c'est peut-être plus la priorité, quoi. Oui. Surtout que c'est pas un programme qui permettrait d'accéder au mot de passe. C'est une condition particulière qu'il faut qu'on soit dans l'ordinateur et en train de manipuler l'ordinateur. Bon, bref. Ouais, c'est un peu bizarre. Et qu'il faut que la base elle soit déverrouillée. La base KeePass, si elle est verrouillée, la base KeePass, ça reste verrouillée. Oui, c'est ça. C'est pas, c'est pas, on clique, en fait, il suffit pas d'accéder à un endroit pour accéder aux informations déverrouillées. Voilà. C'est ça. Donc, moi, personnellement, j'utilise, que ce soit KeePass ou KeePass XC, dès que je ne suis plus devant mon ordinateur, la base, elle se verrouille automatiquement. Et si j'ai besoin de la réutiliser, je rentre mon mot de passe maître pour pouvoir à nouveau y accéder. Et puis, voilà. Donc, si vous avez une trouille qu'une personne malveillante puisse prendre le contrôle de l'ordinateur à distance et que votre base KeePass est déverrouillée et qu'il ait accès à ces informations, je vais vous rassurer tout de suite. KeePass XC, en fait, utilise les UAC en tout cas, sur Windows, ils utilisent les UAC, qui fait que, en fait, KeePass ne s'affiche pas dans les contrôles à distance de Teams, de TeamViewer ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est offusqué. Ils voient absolument même pas que KeePass est en route. Donc n'ayez pas crainte à ce niveau-là. Puis comme dit le Tux, ça sert à rien de laisser déverrouiller une base. D'ailleurs, je crois qu'il y a une option qui permet de verrouiller automatiquement la base au bout de 20 secondes d'inactivité, je crois, de mémoire. Voilà. D'autres réactions, le Tux, le Tux, Steve ou Linux One? J'ai tout compris. Super, c'est magnifique. Ouais, pour faire rapide, Steve, KeePass, c'est juste un gestionnaire en local pour gérer tes mots de passe. Si tu veux t'inscrire sur un site internet ou quelque chose, tu manques d'imagination pour un mot de passe sécurisé, un truc qui te fait 14 caractères avec des symboles, tout ça, et il te les génère automatiquement, quoi. Et puis moi je l'ai utilisé aussi pour mon digicode, parce que j'oublie régulièrement mon digicode pour rentrer chez moi. Donc le numéro de carte bleue ou l'adresse mail que tu marques pour chaque site, voilà. Voilà, c'est un gestionnaire de mots de passe, quoi, tout simplement. Plus que de mots de passe, ça peut te faire un bloc-notes à part entière, savoir quel nom et prénom que t'as mis pour tel site. Ouais, je t'arrête, Cédric, parce que tu viens d'en parler pendant 10 minutes. Et voilà. Donc, juste pour vulgariser le truc, hein, c'était vraiment vulgaire, hein, franchement. Voilà, je suis vulgaire, je dis juste que KeePass, c'est un gestionnaire de mots de passe, sans entrer dans les détails, et que c'est un outil qui peut être pratique. C'est open source, tu le télécharges sur ton PC, tu l'as en local, et tu stockes pas tes mots de passe à l'extérieur, quoi, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est un bon logiciel, c'est bien, mais toute cette histoire sur la sécurité, c'est encore du blabla pour pas grand chose, quoi, je trouve, personnellement. C'est finalement, ça change rien, quoi. C'est un bon gestionnaire, si vous l'utilisez, c'est très bien. Bon, allez, retournez sur Temple OS et tout ira bien. Ouais, voilà. Amen. Le papotage final. Bon, de qui on dit du mal? Windows? Outlook? Zorin?
Bon, et le papotage final, non, on va pas tirer sur tout ce qui bouge, mais on va plutôt parler de notre actualité de chacun. Allez, au hasard, on va commencer par le plus bavard, Linux Friend. ton actualité passée et à venir. Non, j'ai regardé un petit peu ce qui sortait en jeu vidéo en version native Linux et en fait j'ai l'impression que ça me nuise. De plus en plus en fait j'ai vu des développeurs de jeux, ça fait 1 an, 2 ans que je les suis, et puis ils m'avaient promis de faire une version Linux et normalement j'étais censé être testeur, et puis finalement ils m'annoncent que je reviens à la charge, le jeu sort, je reviens à la charge, et puis je dis alors c'est bon, on teste une version Linux, et puis finalement ils me disent il n'y a pas assez de demandes. C'est intéressant ce que tu dis, donc ça veut dire que la hype Linux est en train de passer? Eh juste du natif, parce qu'en fait le problème c'est que tout le monde utilise Proton sur Steam, et donc tout le monde utilise la version Windows, et t'as beaucoup de personnes qui utilisent Linux qui vont même venir te dire, quand tu fais une demande pour une version native Linux, ils vont venir te dire c'est bon, ça marche avec Proton, il n'y a pas besoin. Et là t'as juste envie de leur dire mais mêle-toi de tes oignons, ou alors pourquoi tu veux m'empêcher d'avoir une version native Linux? Mince. Ouais. Alors, je rappelle quand même l'intérêt, c'est que si tu as une vraie version native Linux, déjà, t'es plus dépendant de Proton ou de Steam, surtout si ta version elle est sans DRM. Tu peux démarrer le jeu sur ton PC sans avoir besoin de te connecter avec Steam. Du coup, tu peux te séparer de Proton. Et puis, en plus, une version qui est native Linux, elle marchera toujours bien mieux, si elle est bien faite, bien sûr. Mais elle marchera toujours mieux que sur Windows. Parce qu'avec les outils open source que tu utilises dans un jeu vidéo, c'est toujours mieux que les outils propriétaires de Microsoft qui les remplacent dans ce même jeu vidéo. À la place de DirectX, par exemple, de Microsoft, tu as Vulkan, qui marche mieux. Il est plus léger, plus petit, plus rapide, plus performant, plus puissant. Et c'est toujours mieux d'avoir un jeu avec Proton que d'avoir un jeu avec DirectX. Même chose pour tous les trucs qui sont codés au niveau des vidéos, au niveau du son. C'est toujours mieux d'avoir des formats open source, de manière à ce que ça puisse être lu même dans le temps. Les jeux seront plus dans 10 ans, un jeu qui était fait avec des outils open source, même si le jeu est propriétaire et il est vendu, il aura beaucoup plus de chances de fonctionner encore dans 10 ans qu'un jeu qui est fait avec tous des formats propriétaires et qui seront peut-être plus soutenus dans quelques années. Voilà. Comme DirectX, c'est pas rare d'avoir vu des jeux sur des versions Windows antérieures qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Voilà. Très bien. Bon, on a compris, Steve, lui, pleure Claude Barzotti, mais mis à part ça, quelle est ton actualité? Figurez-vous qu'en fin de compte, j'ai été sur AliExpress il y a quelques semaines, et j'ai été chercher un bundle gaming. Le coquin. Ouais. Et donc, en fait, j'ai acheté un bundle gaming à l'époque, c'est-à-dire une carte mère avec 16 Go de DDR et un Xeon. Donc, en fait, le but du jeu, c'était de pouvoir éventuellement prouver que on pouvait se faire, en fait, à raison de 75 €. Vous avez vu, j'ai fait l'effort aujourd'hui de faire 75 €. Comment est-ce qu'en fin de compte, on pouvait démarrer, en fait, pour avoir un bon petit setup gaming, vraiment en démarrant comme ça. Et donc demain, donc c'est-à-dire non pas demain, parce que fatalement, non, ce sera le 26 juin que sortira cette vidéo, qui est justement, en tout cas, une vidéo qui va parler effectivement de ça. Sortir, en fait, acheter en fait un bundle gaming sur AliExpress. Est-ce que ça vaut la peine pour pouvoir justement débuter et de jouer aussi bien sur Windows que sur Linux aussi. Excellent. Oh là là, quel teasing. J'avoue, franchement, j'ai fait des efforts là. J'avoue. Je suis au bout de ma vie là, t'es gars. Très bien. Et toi, le Tux, Claude Barzotti, pas Claude Barzotti, c'est quoi ton actualité? Bon, là actuellement je suis en train de tester Linux Mint 21.2. J'ai quelques articles que je devais sortir cette semaine, un tutoriel que je n'ai pas eu le temps de finaliser, donc peut-être qu'il sera là la semaine prochaine. Et puis je m'apprête aussi à tester LMDE 6 qui devrait sortir sous peu, pareil au début de l'été, au début juillet. Donc voilà.
Très bien. Je m'amuse sous Linux. Je m'amuse. Ah, j'adore ce mot. Je m'amuse sous Linux. Très bien. En tout cas, il fait très chaud. Hein. Ce dimanche 25 juin, on a battu des records, je crois, 35 degrés. Je sais plus où, dans le sud, à Grenoble, je crois aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous mets un petit peu de fraîche là, de musique fraîche. Cool and the Gang en fond musical. Ben, on va clore ce numéro de Librement Linux, si vous voulez bien. Ouais. Bonne soirée. Oui, on veut bien. Ouais, ils sont tous morts, ils sont lessivés, ils en peuvent plus. Très bien. Ils sont séchés. C'est ça. C'est la chaleur. On vous souhaite évidemment une bonne semaine. On vous donne rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux. Et puis voilà, c'était le mot de la fin. C'était Cédric et Steve, Linux Friend. Et Steve pour vous servir. Bonne semaine à tous. Salut. Bonne soirée. Salut, charme et dans le reste. Suis Rital, je le reste. Nanana, nanana.